C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Du festival Ouida 92 au Vodou Days, le Bénin poursuit une marche vers la valorisation de son héritage spirituel et culturel. Ce parcours entamé à Ouida a permis de sortir le vaudou de l'ombre pour l'inscrire au cœur de l'identité nationale. À 112 heures des premières élections générales de l'histoire du Bénin, l'heure est au dernier réglage. Ce jeudi, le centre de colissage d'Akpakpa, situé au cœur du centre de regroupement des pèlerins, vibre aux couleurs de la Commission électorale nationale autonome. À la page inter, des obsèques ont été organisées ce jeudi à Goma, dans l'est de la RDC, pour 22 civils tués lors d'une attaque de drone survenue samedi dernier dans le territoire de Massissi, une zone en proie au combat entre l'armée congolaise et le M23. Bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin célèbre aujourd'hui sa richesse culturelle à travers les Vodou Days, anciennement connus sous le nom de Festival Ouida 92. Du Festival Ouida 92 au Vodou Days, le Bénin écrit une page importante de son histoire culturelle. Né dans un contexte de renaissance identitaire, Ouida 92 a marqué un tournant décisif en faisant reconnaître le vaudou comme religion et patrimoine vivant. Aujourd'hui, avec les Vodou Days, cette vision fondatrice se renouvelle et s'inscrit pleinement dans la modernité. Suivons ensemble l'histoire de cette célébration dans ce récit. Il était une fois, sur la côte du golfe de Guinée, une ville appelée Ouida. Cette ville portait en elle deux mémoires profondes, celle de la spiritualité vaudou, née de la terre et des ancêtres, et celle de la douleur de la traite négrière, d'où des millions d'Africains furent arrachés à le sol. Pendant longtemps, le vaudou fut mal compris, rejeté, parfois diabolisé. Ses chants se faisaient discrets, ses temples silencieux. Mais la mémoire ne meurt jamais. Le 10 avril 1992, un an après son élection, le président Nicéphore Soglo lance alors le projet Ouida 92. Il est aisé de constater que les religions traditionnelles, le vaudou en particulier, ont formé la trame de la culture des peuples noirs de la diaspora, l'élément qui leur a permis de sauvegarder leur identité. Prévu pour le mois de décembre 1992, il est retardé et n'a lieu qu'en février 1993, mais conserve son nom initial, Ouida 92. En 1993, Ouida devint un carrefour sacré. Des prêtres vaudous, des rois traditionnels, des artistes, des chercheurs et des enfants de la diaspora revinrent de Haïti, du Brésil, de Cuba et d'ailleurs. Ouida 92 n'était pas une fête ordinaire, c'était un acte de reconnaissance, une réconciliation entre l'Afrique et ses fils dispersés. De cette flamme nouvelle naquit une promesse, ne plus jamais laisser le vaudou dans l'ombre. En 1997, le Bénin consacra officiellement le 10 janvier comme fête nationale du vaudou, inscrivant la spiritualité ancestrale au cœur de la nation. Des années plus tard, sous l'impulsion du gouvernement du président Patrice Talon, cette célébration connaît une profonde modernisation et devient les Vodou Days. Le 30 juillet 2024, l'Assemblée nationale a adopté une loi fixant désormais la fête annuelle des religions traditionnelles au deuxième vendredi du mois de janvier. À cette occasion, le vendredi ainsi que le jeudi qui le précède sont déclarés fériés, chômés et payés, renforçant ainsi la reconnaissance officielle et nationale des religions traditionnelles au Bénin. Les Vodou Days sont une célébration vibrante qui offre un aperçu unique de l'art et de la spiritualité béninoise. Dans cette même logique, quel est le point de vue de l'Église sur cette célébration? Voyons cela. Vodou Days au Bénin, c'est d'abord un événement religieux et culturel
Donc, c'est d'abord comme cela il faut voir la chose. Mais de l'autre côté, il faut aussi voir, lorsqu'on dit Vodou Days, ça choque un peu, puisque c'est l'adoration des créatures. C'est l'adoration de ce que Dieu a créé. Ce qui choque un peu avec les chrétiens. Et en tant que pasteur, je comprends, il faut adorer Dieu, qui est le créateur, au lieu d'adorer ce que Dieu a créé. Voici un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Parlant de Vodou Days, comme je suis aussi un Béninois, bon, la Bible a dit que nous devons prier pour notre pays. Vous voyez, ce que moi j'aimerais que tout le monde sache en tant qu'homme de Dieu, c'est prier pour le pays. Vous voyez, parce que dans un endroit où il n'y a pas la lumière, alors nous allons sombrer. Nous allons faire beaucoup d'erreurs sans savoir que ça va nous amener dans des choses que nous pouvons regretter demain. Donc, le regard que moi je porte à cette initiative, à cette fête, bon, moi j'aurais bien désiré que nous donnons de l'importance à la parole de Dieu, et non seulement ça, et à comment faire pour valoriser notre tradition. Nous n'avons pas seulement que la tradition de Vodou, nous avons autre tradition, notre manière de s'habiller, notre manière de parler. La langue aussi peut être valorisée. Nous ne pouvons pas choisir valoriser la langue à travers les choses de fétiche. Vous savez que nous sommes tous des êtres humains. Ça là, on a le même sang. Il n'y a pas à discriminer ou incriminer quelqu'un. Mais du coup, étant donné que Dieu lui-même est amour, cela nous facilite de collaborer avec eux dans le but de leur apporter aussi l'évangile. Parce qu'il faut qu'ils écoutent parler de Jésus au moins une fois. Nous avons de très bonnes collaborations. Seulement, nous ne pouvons pas faire ce qu'ils sont en train de faire et qui n'honorent pas Dieu. Mais étant donné qu'ils sont des créatures de Dieu, nous devons d'abord leur montrer l'amour de Dieu. Les Béninois sommes tous des hommes. Dieu nous aime tous. Donc, ce sont nos frères et sœurs. Nous devons d'abord les aimer. Et d'ailleurs, en tant que leader religieux, leader chrétien, le Seigneur nous appelle à aimer tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de notre religion qu'il faut les haïr. Un chrétien doit voir le vaudou qui est en train d'être célébré au Bénin aujourd'hui, que c'est le fait que nous ne sommes pas encore arrivés au point de l'accomplissement de notre mission. Le chrétien doit voir le vaudou comme une autre religion en dehors du christianisme. Et étant dit que ce n'est pas Christ seul, nous pouvons avoir la vie éternelle, alors c'est comment faire pour porter l'évangile à ceux-là qui sont encore dans les religions endogènes, pour qu'ils connaissent Christ, pour avoir la vie éternelle et pour avoir la vie de Christ, pour que ensemble nous puissions bâtir, nous puissions travailler pour le développement selon le cœur de Dieu pour notre nation. Autre volet de l'actualité dans la perspective des élections législatives et communales programmées pour le dimanche prochain, la Commission électorale nationale autonome a lancé ce jeudi l'acheminement du matériel électoral vers l'ensemble des communes du Bénin. Les opérations ont démarré depuis la plateforme logistique d'Akbakba à Cotonou, point central du dispositif de distribution, suivant les explications du directeur des opérations de la Sénat. C'est donc la confection des kits destinés aux membres de postes de vote. Et il faut en fabriquer 18 000 unités. Dans un second temps, il faudra faire le colisage de ce qu'on appelle les listes électorales. Les listes électorales, ce sont en l'occurrence les listes d'affichage au poste de vote et les listes d'émargement sur lesquelles les électeurs apposent leur pouce lorsqu'ils ont fini d'exercer leurs droits. Dans un troisième temps,
il faut coaliser ce qu'on appelle les documents de verbalisation du scrutin. Et 2 documents principaux. Le PV de déroulement du scrutin et le second, c'est donc la feuille de dépouillement qui est conçue pour héberger les suffrages recueillis, n'est-ce pas, par chaque parti politique. À l'étape 5, nous essayons de faire une dotation complémentaire à tous les arrondissements en matériel lourd. Le temps 6 est le temps le plus déterminant et c'est en ce moment que nous faisons la mise en cantine de tous ces documents et matériels électoraux et nous les assemblons. Et donc à l'étape 7, qui est l'étape où nous sommes aujourd'hui jeudi, c'est l'étape où nous commençons à charger les camions et organiser leur convoi. Ils sont censés finir au plus tard demain dans la nuit, demain vendredi dans la nuit. Donc ce qui fait que samedi matin, toutes les communes sont pourvues et par ricochet les arrondissements. Et nous pouvons rassurer nos concitoyens que à l'heure où je vous parle, tout est prêt et nous rassurons que nous serons dans les délais et que tous les postes de vote vont ouvrir dimanche matin à 7 h pour finir à 17 h, le vote ayant pour durer 10 heures. Place à présent au tour de l'actualité hors de nos frontières. Nous mettons le cap ce soir sur l'AES. La capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines a provoqué une vague de condamnation au-delà de l'Amérique latine. L'Alliance des États du Sahel a dénoncé ce jeudi une ingérence inacceptable et un acte d'agression des États-Unis au Venezuela. Le reportage. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel a condamné jeudi l'intervention américaine au Venezuela qui a conduit à la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse. La déclaration signée par le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, par ailleurs président de l'AES, qualifie l'acte américain de grave et contraire au droit international, en particulier aux principes fondamentaux consacrés à la Charte des Nations Unies. Aux premières heures du 3 janvier 2026, sur ordre de Donald Trump, l'armée américaine a effectué un raid sur Caracas et a capturé le couple présidentiel vénézuélien. L'AES a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer pleinement ses responsabilités en condamnant clairement l'action militaire américaine et en œuvrant au rétablissement de la légalité internationale. Réaffirmant son attachement à un ordre mondial fondé sur le respect de l'égalité souveraine des États, la Confédération a exprimé sa solidarité avec le peuple vénézuélien, dont la souveraineté a été bafouée par cet acte d'agression, selon le communiqué. République démocratique du Congo, le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, a organisé ce jeudi un enterrement symbolique pour 22 civils victimes d'une frappe de drone début janvier dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. La cérémonie a été marquée par des scènes de deuil où des femmes sanglotaient et hurlaient leur peine. Le groupe armé AFC M23 a organisé à Goma les funérailles collectives des victimes de la frappe de drone qui a eu lieu le 2 janvier à Massissi, dans la province du Nord Kivu. Une atmosphère lourde, devant 22 cercueils exposés au stade de l'Unité, devenu pour l'occasion théâtre de fortes émotions et de recueillement. Ainsi nous ouvrons la cérémonie. Je suis venu ici pour les funérailles de mon enfant, Amani Bassibouzo, qui est mort à la suite d'une frappe de drone qui a touché Massissi. Il est mort avec 6 autres personnes et plus de 43 autres blessés. Dans l'est de la RDC, en proie à la violence armée depuis plus de 3 décennies, les civils continuent de payer le prix fort. Entre déplacements forcés, traumatismes et pertes en vie humaine, les familles éprouvées réclament la paix et la justice. Nous avons seulement besoin de paix. Nous ne voulons pas la guerre, car la guerre tue la population. Ce que nous voulons, c'est la paix vraiment. Que les autorités nous aident et nous donnent la paix. Qu'elles parviennent à un accord à Kinshasa et à AFC M23 afin que la population puisse trouver la paix. Selon Médecins sans frontières, 42 personnes, dont de nombreux enfants et femmes, ont été blessées par des éclats d'obus lors de la frappe de drone. La rébellion accuse les forces armées de la RDC d'être responsables de l'attaque,
Jusqu'à présent, le gouvernement congolais n'a ni confirmé ni démenti ces accusations et aucune enquête indépendante n'a encore établi les responsabilités. La mission de l'ONU demande une enquête indépendante pour clarifier les faits. Pour la 36e année consécutive, l'Afrique reçoit la première visite à l'étranger du ministre chinois des Affaires étrangères, symbole marquant de la diplomatie sino-africaine. Cette tournée annuelle du chef de la diplomatie chinoise témoigne de l'importance des liens entre les deux parties. Cette année, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi se rend respectivement en Éthiopie, en Somalie, en Tanzanie et au Lesotho. C'est après moi. La tradition initiée ces dernières années est respectée. Le ministre chinois des Affaires étrangères effectue son premier voyage de l'année en Afrique. Wang Yi a entamé mercredi une tournée sur le continent. Au programme, l'Éthiopie, la Somalie, la Tanzanie et le Lesotho. En toile de fond, le renforcement des échanges, l'approfondissement de la confiance mutuelle a fait savoir le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. En Somalie, pour coller à l'actualité, le chef de la diplomatie chinoise réaffirmera sans nul doute son opposition à la reconnaissance du Somaliland par Israël le 26 décembre. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique avec des échanges atteignant 296 milliards de dollars en 2024, selon les médias d'État chinois. La tournée du chef de la diplomatie chinoise s'achève lundi. Voilà qui met un thème à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.